Bonsoir, merci de nous avoir choisis et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de notre rendez-vous politique du lundi soir avec comme invité Christian Sévélis. Il est donc le président de la commission Outre-mer d'écologie, d'Europe Écologie Les Verts, avec qui nous abordons les questions liées à l'actualité. Il nous dira quelle est la position de son parti s'agissant de la question institutionnelle. Il sera aussi question des élections municipales. Christian Sévélis, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir, M. Lingram. Bonsoir, M. L'Ancien. Bonsoir aux téléspectateurs, aux auditeurs et aux internautes de Guadeloupe la Première. Et avec moi également pour vous interroger, Olivier L'Ancien. Bonsoir Olivier. Bonsoir Claude, madame, monsieur, bonsoir. Tout d'abord, Christian Sévélis, Europe Écologie Les Verts en Guadeloupe, ça représente quoi aujourd'hui? Vous pesez combien? Ça dépend comment est-ce que vous estimez le poids d'un parti. Est-ce que le poids d'un parti se compte au nombre de militants? Est-ce que le poids d'un parti se compte à son aura? Est-ce que le poids d'un parti se compte aux valeurs qu'il défend? Nous avons pour habitude de dire que notre poids, il se compte en termes de valeurs. Ce qui est fondamental, ce qui est important dans un parti politique, c'est de véhiculer un certain nombre de valeurs. Et c'est ces valeurs-là que nous véhiculons. Le poids réel, quantitatif, il est secondaire à mon avis. Il est secondaire parce que vous savez que les plus belles idées prennent du temps. Nous lançons des idées, nous travaillons. L'évolution mondiale, notamment par rapport à la transition écologique, nous donne raison sur beaucoup de points sur lesquels nous débattons depuis un certain temps. En tout cas, alors, vous remarquerez également que la question écologique que nous traitons depuis des années, elle est d'actualité, elle est souvent reprise par d'autres partis. En tout cas, ça a du mal à se traduire dans les urnes. Contrairement à la France hexagonale et vos camarades, vous avez du mal à prendre un courage en Guadeloupe, en tout cas. On ne peut pas véritablement dire qu'on a du mal à prendre l'ancrage en Guadeloupe. Il s'agit de savoir comment on veut faire, qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'il s'agit pour nous de se battre pour le pouvoir, de se battre pour les mairies, de se battre pour des postes de députés? Ça, ce n'est pas fondamentalement l'esprit du parti. Nous sommes présents dans les élections, bien entendu. Nous sommes présents aux côtés de partenaires qui partagent la même philosophie que nous. Et c'est ça qui est fondamental. Se battre pour le pouvoir, c'est pas ça l'ADN des Verts. Je répète, l'ADN des Verts, c'est de se battre pour des valeurs, pas forcément se battre pour des postes. Faire avancer la philosophie écologique, faire adhérer, prise de conscience. Exactement. C'est ça le fait. Et nous allons continuer dans ce sens-là. Qu'est-ce qui est important pour nous, en fait? C'est que la Guadeloupe avance. C'est que les questions écologiques soient prises en compte. Alors, dès lors que ces questions écologiques sont prises en compte, chaque fois qu'une de nos idées est reprise, ne serait-ce que par les adversaires, je me dis bravo. On a fait quelque chose, on a fait avancer les choses. On n'est pas là forcément pour tirer les marrons du feu. On est là pour faire avancer. C'est tout l'effort, c'est tout notre leitmotiv. Ça se traduira ou ça se traduira pas dans les urnes, ben ça c'est une autre histoire. Christian Sévélis, la question écologique est quand même en recul. Il y a des climato-sceptiques, il y a la COP30 qui s'est déroulée à Belém au Brésil. Ou même le G20. Même le G20. Et même le G20. Et pourtant, les grandes puissances ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire alors que, comme dirait Jacques Chirac, la maison brûle. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe, puisque lorsqu'on regarde l'évolution du climat, lorsqu'on regarde l'évolution des tempêtes tropicales, par exemple chez nous, on ne peut pas nier qu'il y a une évolution et que si on ne fait rien, ben, fatalement, on va arriver au désastre. Je regardais récemment un document sur une île dont le nom m'échappe, dans le Pacifique, qui à terme va disparaître. Parce que la hauteur moyenne de cette île est de 3 mètres à 3,50 mètres au-dessus de la mer, alors qu'on s'attend à une montée des eaux qui sera à 8 mètres. Comment est-ce qu'on peut rester climato-sceptique lorsqu'on voit ça? Il y a un autre souci. Je crois qu'il va falloir que la prise de conscience elle se fasse véritablement au niveau mondial. Et les éléments qu'on a pu voir dans la COP21 de Paris il y a quelques années, ce qu'on a pu entendre et qui était très positif, mais on se rend compte malheureusement que ces éléments de COP21 qui étaient extrêmement favorables à une évolution et qui auraient pu amener au moins à une maîtrise de cette catastrophe climatique, ça n'a pas pris.
Et ça n'a pas pris pourquoi? Parce que les grands pays ne sont pas prêts à le faire. Et je prends pour exemple la Chine, et puis maintenant les États-Unis avec avec M. Trump, qui est le pire des climato-sceptiques qu'on puisse imaginer. Sans aller dans le Pacifique, il y a la montée des eaux en Guadeloupe qui nous concerne, l'érosion du trait de côte. Il y a des rapports qui... Je regarde simplement, regardez simplement la plage de Saint-François. Regardez l'évolution de la plage de Sainte-Anne. On voit très bien que ces espaces-là sont rongés par le niveau de la mer. Et est-ce que ça va s'arrêter? C'est une conscience mondiale qui va le faire. Nous apportons notre pierre. Si petite soit-elle, nous l'apportons. Et nous souhaitons effectivement que cette pierre, elle ne reste pas chez nous, mais qu'elle se développe et qu'elle s'exporte. C'est ça le message des Verts. 10 ans après l'accord de Paris, se tient donc au Brésil, à Belém, ce grand rendez-vous, la COP30, on a le sentiment, entre ambition affichée et action réelle, il y a un fossé, voire une hypocrisie à grande échelle. Comment expliquer cela? On est conscient de la situation du danger. Je ne sais pas si je peux apporter une explication à ça, mais ce qu'on constate en fait, c'est que entre les promesses qui sont faites et les réalisations, il y a un monde. Ce qu'on constate en fait, et si on peut revenir sur la COP 30, il y a des décisions qui ont été prises, notamment de financement en faveur des PVD, pays en voie de développement. On sait très bien, et c'était un des arguments qu'ils avaient depuis des lustres, disant que nous ne sommes pas à l'origine des catastrophes climatiques, nous ne sommes pas à l'origine du dérèglement climatique, c'est la responsabilité des pays du Nord. Et qu'il appartenait par conséquent aux pays du Nord, non seulement à financer, mais également à permettre à ces pays d'avoir des financements pour eux ne pas plonger dans cette spirale. On voit effectivement qu'il y a des chiffres qui sont avancés, mais il n'y a aucune contrainte. Oui. Quand je parlais d'hypocrisie, c'est vrai qu'il y a un financement, ils ont abondé. En même temps, l'Europe continue à financer le pétrole, le gaz, le charbon, et voilà. Donc... Je vous signale simplement une chose, et qui va un petit peu dans votre sens. On a bien prévu la disparition des véhicules thermiques, et vous croyez que ça va se faire? Non. Et qui c'est qui tire, qui freine des cas de fer? C'est l'Allemagne, qui ne veut absolument pas entendre parler. D'ailleurs, ils ont réouvert des centrales à charbon. On a ce problème-là. Les pays sont confrontés, ces pays développés sont confrontés à la fois à... Je pense que la conscience écologique est là, mais les réalités économiques font qu'on nie cette conscience écologique. Et lorsqu'on regarde l'Amérique, pour moi, c'est une négation des problèmes climatiques en faveur de développement économique à outrance. Christian Sévillis, de cette COP30, tout le monde attendait qu'il y ait un planning de sortie des énergies fossiles. Personne n'a abordé le sujet. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si vous êtes au pouvoir, est-ce que vous allez prendre des mesures fortes, par exemple sur le littoral? Est-ce que vous allez déménager les populations? Alors, je pense qu'avant de penser à déménager les populations, il faut d'abord penser à ralentir, voire à stopper l'érosion. On ne pourra pas éternellement pousser les gens de plus en plus loin en laissant la nature se dégrader. Sur les avancées de la COP 31, à la COP 30, il est évident qu'on s'attendait, et je dirais même qu'on s'attend systématiquement qu'il en sorte quelque chose. Et à l'arrivée, on ne voit rien de sérieux. Lorsqu'on regarde ce qu'ils ont arrêté, on arrête. On demande aux pays en voie de développement de limiter le réchauffement climatique à plus ou moins 1%, en leur promettant de les aider. Mais lorsqu'on regarde le texte en substance, on s'aperçoit que c'est une initiative volontaire. Alors, si vous me demandez de faire quelque chose, si je veux le faire, on n'aura pas de résultat. Et sur ce que vous êtes, il faut impérativement que dans ces COP les prochaines qui vont se tenir, qu'on ait un minimum de contraintes, et particulièrement à l'encontre des États les plus pollueurs. Et là encore, je fais référence, entre autres, à la Chine, à l'Inde, aux États-Unis.
Des grandes puissances qui ont du mal effectivement à rentrer dans et qui ont les moyens en fait de financer des mesures de lutte contre le réchauffement climatique, mais qui ne le font pas, qu'ils promettent, mais qui ne traduisent pas leurs promesses en réalité concrète. Christian Sévélis, il y a depuis quelques jours un sujet qui fait polémique sur la demande notamment par Albioma pour une étude de sol s'agissant de la recherche de géothermie. Quelle est la position de votre parti sur cette question-là? Alors, moi je veux faire la genèse. Je vous dirais que dès lors, lorsqu'il a fallu mettre en vente le site de Bouillante, nous étions opposés, non pas à la cession du site, mais à la méthode utilisée. L'argument des Verts, et qui n'a pas été repris, c'est qu'on ne peut pas, dans un État, ne perdre le contrôle de sa ressource. Et nous étions tout à fait d'accord pour dire, il y a un pouvoir politique d'une part, il y a une capacité technologique d'autre part, on laisse les techniciens travailler, mais on garde le pouvoir politique. Ça sous-entendait que la région ou les organismes publics conservaient au minimum 51% des parts. Nous sommes sur la même logique. Nous disons qu'il y a des techniciens, il y a des personnes qui ont un savoir-faire. Les politiques ne vont pas se substituer aux personnes qui ont le savoir-faire. Il faut laisser ce savoir-faire à ces personnes. On n'est donc pas hostile à ce qu'il y ait de nouvelles recherches, parce que nous avons besoin de cette géothermie. Nous avons besoin d'atteindre une autosuffisance énergétique. Mais pour ce faire, il faut faire des forages, il faut rechercher. Là où nous posons un gros bémol, c'est sur le contrôle de la structure. Vous n'êtes pas d'accord avec le CIPA et Alain Plaisir qui dit que Albioma va de toutes les manières, s'ils obtiennent ce permis d'exploration, de source, aura forcément le permis d'exploitation. Nous ne sommes peut-être pas sur la même longueur que le CIPA, parce que nous ne sommes pas encaboutés sur une position. Il faut regarder, même en tant qu'écologiste, quel est l'intérêt, où est-ce que ça va nous mener. C'est Albioma. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre qui pourrait faire le job? Pour le moment, je n'ai pas entendu parler. Mais je répète, ce n'est pas le fait que ce soit Albioma ou Pierre ou Paul ou Jacques ou X qui est important. C'est savoir comment nous gardons le contrôle de notre ressource. Et je pense que c'est là qu'il faut agir sur ces systèmes. Vous incitez les pouvoirs publics, la région, le département, les élus locaux à aller dans ce sens? Très fortement. Très fortement. Nous devons conserver la maîtrise de nos ressources naturelles. Et je répète, donner ces structures en exploitation aux personnes qui sont capables de les faire fonctionner de manière efficace. Ça ne sert à rien, à mon sens, de se dire on va prendre le pouvoir, on va faire fonctionner une usine géothermique alors qu'on n'a pas les compétences. Et on va voir, ça se traduira par quoi? Parce qu'on voit très souvent des entreprises qui sont créées et qui portent en déliquescence avec des dettes astronomiques. C'est pas ça le procès. Vous faites allusion à quoi, je fais allusion à rien du tout. Je fais allusion à rien du tout. Je fais simplement allusion à des systèmes de fonctionnement, de gestion qui sont mis entre les mains de personnes qui n'ont pas la compétence de gestionnaire. Que chacun son boulot. Un gestionnaire se doit gérer. Et chaque fois qu'une entreprise de ce type se casse la figure, il n'y a pas 36 problèmes, 36 solutions. Ce sont les consommateurs qui vont payer la note. Or, nous disons à Caraïbes Écologie Les Verts, nous ne voulons pas qu'à un moment ou un autre, le contribuable soit en train de payer les pots cassés d'une gestion qui a été mal faite par des individus qui n'avaient pas les compétences. Ouais. Il y a une pétition qui circule à propos d'un refus d'autorisation d'exclusivité de forage pour la société Albioma en Guadeloupe. Vous y souscrivez? Non.
Non, moi je sais très clair, hein, je ne fais pas la langue de bois. Je vous dis, on n'est pas hostile à ce que ce soit Albioma qui X ou Y, en fait. peu importe la personne, pourvu qu'elle amène des compétences, pourvu que ça nous conduise vers une autonomie énergétique, pourvu que ce ne soit pas le contribuable qui paye la note. Et que nous ayons en tout cas la maîtrise et le contrôle de cette affaire-là. Qu'on ait la maîtrise et le contrôle. Christian Civilis, il y a un dossier qui doit sans doute vous mettre sous pression, c'est le dossier de l'eau. Il y a le SMGAG, la Chambre régionale des comptes a étrié la gestion du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe. Il y a plus de 57 millions de déficit. Sur 41 millions annoncés. Votés par les élus. Quel est votre sentiment sur ça? La gabegie, la mauvaise gestion, et comme je le disais à l'instant, des compétences, mettre des personnes incompétentes en capacité de décider. Alors, il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue non plus le passif que le SMGAG a récolté. Et ce passif qui est dû... Il n'y avait pas de passif. Pour c'était une création pure. Oui, mais ils ont repris une partie des dettes de SIAG. Donc, ils ont repris des dettes de SIAG. Donc, ça veut dire que la structure, au départ, elle se retrouve plombée avec des dettes. Donc, mais le souci, il faut remonter en amont. Et lorsqu'on monte en amont, on se rend bien compte que les personnes qui étaient en capacité de décider, n'ont pas fait ce qu'il fallait. Comment expliquer que pendant un demi-siècle, on n'est pas réparé un tuyau? Mais nous savons tous que lorsqu'un tuyau a un certain temps, il faut le remplacer. Ça n'a pas été fait. Maintenant, à mon avis, le SMGAG ne pourra pas s'en sortir tout seul. Il va falloir un apport. Alors, je sais que ça a déjà été fait. Je sais, on ne va pas nier ce qui a été fait par l'État, par la région, par le département, mais cet effort-là reste insuffisant. Que pensez-vous de la proposition du président de région de Monogalpéen de mettre la main à la poche et de contribuer? Moi, ça me rappelle à l'époque on parlait tout à l'heure d'Ormat, où on avait demandé aux Guadeloupéens de mettre 1 centime, 1 euro pour pouvoir acheter Ormat. Non, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. On ne va pas demander aux Guadeloupéens de mettre la main à la poche, puisqu'on va se retrouver devant le même problème. Okay? 50 000 Guadeloupéens vont mettre de l'argent. Qui va diriger? Est-ce que le fait que les Guadeloupéens mettent de l'argent, ça nous apporte la garantie d'une gestion saine de la ressource? Nullement. Il faut revoir la gouvernance. Mais nous l'avions déjà dit. Rappelez-vous, lorsqu'on a créé le SMGAG, au niveau du Parlement français, de l'Assemblée nationale et du Sénat, nous avions déposé des amendements qui mettaient beaucoup plus de contraintes sur la gestion et sur le contrôle. Ces amendements-là n'ont pas été retenus. Christian Civilis, est-ce que vous êtes sur la même position que pour la géothermie concernant l'eau? Vous dites pour la géothermie, il faut que ceux qui prennent soient spécialisés. Et pour l'eau, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il faudrait un retour de ces grandes multinationales? L'eau, c'est quand même un problème qui est sensiblement différent de la géothermie. La ressource en eau, elle existe à profusion chez nous. Nous n'avons pas un problème de ressources, nous avons simplement un problème de distribution. Ça veut simplement dire qu'on a besoin de techniciens qui soient capables de faire fonctionner ces usines, donc le remettre en état. Exploiter une usine d'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place des procédures de traitement des eaux. Et ensuite, des procédures de distribution. On n'a pas besoin ça ne demande pas toute la technicité d'un forage à 150 mètres de profondeur. Christian Civilis, dans cette émission, vous le savez, il y a la controverse. Votre invité va arriver, le temps du jingle. Oui, c'est ça. Face à vous, Alex Navajotte, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Navajotte, conseiller municipal des Abbés également, conseiller donc communautaire à Cap Excellence. Alex Navajotte, avez-vous une fibre écologiste?
Écoutez, c'est une question de bon sens. La fibre écologique, puisqu'on est face au réchauffement climatique, on est face à des aléas qui nous demandent d'avoir ce réflexe écologique. Et pour ma part, quand vous avez évoqué tout à l'heure cette notion de trait de côte, puisqu'à l'horizon 2030, c'est beaucoup de communes qui ont un littoral qui vont voir disparaître leurs côtes. Et donc, il y a des réunions qui ont déjà été faites en ce sens pour sensibiliser les maires concernés pour qu'ils puissent commencer à se préparer, puisqu'il ne faut pas attendre que ça nous tombe dessus pour que nous soyons prêts à y faire face. Donc, moi, le réflexe écologique, ça doit être dans nos modes de vie. Quand on parle de tri sélectif, on nous a attribué le tri, la poubelle jaune, pour que les Guadeloupéens, le citoyen lui-même, ait ce réflexe écologique. Et donc, ce n'est pas chose aisée, puisqu'on multiplie des campagnes de communication pour inciter les Guadeloupéens à faire de la pédagogie, pour permettre aussi aux jeunes, aux plus jeunes, et on devrait effectivement associer les écoles dans ce processus. Vous avez 15 minutes pour échanger avec notre invité. Alors, en fait, j'ai relevé quelques questions que j'aurais à poser à M. Sifilis. C'est vrai qu'on évoque beaucoup l'écologie. On en a vu passer des leaders à la tête de l'écologie en Guadeloupe. Vous êtes aujourd'hui le secrétaire régional, vous êtes le président de la commission Outre-mer d'Europe Écologie. Et moi, j'ai une première question pour une élection récente qui était les européennes, où je n'ai pas vu l'apport des ultramarins sur ces listes. J'ai été très insatisfait quand on regarde tous ces partis qui sont représentés au niveau national et qui peinent à intégrer les ultramarins sur ces listes. Ou quand ils le sont, ils sont à des places où on sait pertinemment, on sait qu'ils n'auront aucune chance de pouvoir siéger. Donc j'aimerais tout simplement avoir votre position en qualité de président de la commission Outre-mer sur cette question-là. Je dois vous dire que la commission Outre-mer, c'est une création, j'ai presque envie de dire, assez récente, puisqu'elle date de 2015. D'ailleurs, j'avais été le premier président, mais on a une présidence tournante et je reviens maintenant. La question des Outre-mer, c'est une question qui est centrale pour tous les partis. Et c'est une question qui est naturellement difficile pour eux. Et chez nous, à Europe Écologie Les Verts, on se bataille, on se bat régulièrement pour pouvoir faire avancer nos idées et surtout faire intégrer les départements dans les départements d'outre-mer. Je ne parle pas de la Guadeloupe, je parle de l'ensemble des outre-mer, dans les programmes, les programmes spécifiques aux élections. C'est élément qui sont en train d'être faits et c'est la raison pour laquelle on a créé cette commission des Outre-mer, qui regroupe toutes les Outre-mer présents chez les Verts, de telle sorte que les spécificités des Outre-mer soient réellement prises en compte. C'est un travail qui est en train d'être fait. Mais ceci étant dit, nous réussissons, à travers les actions que nous menons au sein de la Commission, à intégrer ces problèmes. Regardez dans le programme de Jadot, regardez et verrez dans le programme de Marine Tondelier qui va sortir bientôt. La question des Outre-mer n'est plus éludée comme elle était il y a quelque temps. Ça, c'est le travail que nous faisons. Et je répète, l'essentiel pour nous, ultramarins, c'est de faire passer un certain nombre de choses. À partir du moment où on a l'oreille de notre parti, et maintenant nous avons l'oreille du parti au sein de l'Assemblée nationale, nous avons l'oreille du parti au sein du Sénat. Je faisais référence tout à l'heure aux amendements qui ont été votés, qui ont été présentés par nos sénateurs et députés sur des textes, alors que nous ne sommes pas députés. Mais nous travaillons en symbiose avec eux, ce qui permet de faire déposer un certain nombre d'éléments. Je peux faire référence à un texte que nous avons déposé, mais qui est arrivé vraiment à un moment très délicat, puisqu'il est arrivé au moment où on a eu la crise du Covid. C'est les questions de transition territoriale, de continuité territoriale. Donc voilà, ça va être encore certainement des textes que nous ferons passer à travers nos députés concernant les Outre-mer.
Je ne vais pas répliquer. Sur cette question d'Alix Nabajot, il ne vous a pas vu, pour les européennes, défendre les couleurs des Outre-mer? Si, nous étions présents sur le terrain. L'élection, on a eu plusieurs rencontres. On a eu... vous avez reçu, vous-même ici, Marine Tondelier ou d'autres personnes pendant cette campagne électorale des Outre-mer. En fait, vous avez reçu également... J'ai fini. Vous avez reçu également la candidate des Verts, Aminata Paloud. Elle a été reçue ici même. Nous avons fait campagne avec elle. Vous allez me corriger, c'est pas ça. La présence, votre position, enfin la Guadeloupe tout de même doit bien représentée sur les listes, en position d'éligibilité, c'est ça. Est-ce que vous ne pesez pas suffisamment? Il y a une liste, 75-77 de mémoire à peu près. Pensez-vous véritablement qu'on va réussir à mettre un représentant de chacun des départements sur une liste? C'est pas possible. Monsieur Nabajot a monté des listes et sait très bien comment ça fonctionne. Donc on peut pas mettre, par exemple, un représentant de tous les quartiers des Abîmes. Il y a des éléments à faire. On avait un bloc qui était basé à peu près sur les projections que nous avions. Et dans ces projections, nous avions Aminata Paloud qui représentait l'Outre-mer et qui était sur la liste. Malheureusement, les résultats ont été ce qu'ils sont. J'entends vos arguments, mais ne faudrait-il pas à cette occasion revoir la circonscription Outre-mer qui est défavorable à la Guadeloupe, à la Martinique et aux autres territoires ultramarins? On sait pertinemment l'État que nous n'avons pas le poids électoral pour nous permettre de garantir des positions éligibles. C'est ça la réalité. Maintenant, il ne suffit pas de prendre des responsabilités au niveau national pour que vous ne puissiez pas avoir au moins cette influence. Moi, je ne me satisfais pas de toutes ces personnalités guadeloupéennes qui récupèrent des postes dans des bureaux nationaux de partis politiques, mais qui en réalité n'ont pas cette influence électorale, cette influence politique pour leur permettre d'obtenir des résultats. Moi, j'ai vu le vote du budget qui était à l'examen au niveau de l'Assemblée nationale. Je vous entends effectivement dire que vous avez déposé des amendements. Vous n'avez pas de députés guadeloupéens qui siègent au sein d'Europe Écologie Les Verts, mais on voit cette difficulté. Qu'en est-il de ce Front populaire, ce nouveau Front populaire que vous n'avez... Non, je termine. Qu'en est-il de ce nouveau Front populaire qui, à la veille des échéances des échéances législatives, avait été monté en grande pompe avec une contribution des socialistes, des Verts, des communistes? Qu'en est-il aujourd'hui? Je vois tous ces partis revenir à la vieille école et prêcher pour leur chapelle. Alors que l'union fait la force, on s'attendait justement à voir ces nouveaux fronts bâtis sur des valeurs que chaque parti mettait en avant, et aujourd'hui il en est... Vous conviendrez que si le NFP pourrait presque dévoler en éclats, ce n'est pas la faute des Verts. Nous avons toujours prêché pour l'unité. Et je disais tout à l'heure, nous n'avons jamais prêché pour notre chapelle. On se bat sur des idées et on se bat sur un regroupement. Maintenant, que certains aient les velléités de faire cavalier seul, c'est leur souci. On ne va pas, nous, les prendre par la main et les contraindre à venir dans un système. Alors, eux, ils sont sur des orientations politiques différentes des nôtres. Cette ambition, et je le répète, cette ambition électorale systématique, d'être à la chasse de postes, de députés, de présidents, de ceci, ce n'est pas l'ADN des Verts. Ce n'est pas notre ADN. Donc il est tout à fait logique, il est tout à fait normal qu'on ne se retrouve pas en tête de liste. Il est tout à fait normal que nous restions sur nos valeurs, quand bien même les autres prennent d'autres stratégies. C'est ça l'ADN des Verts, c'est ça notre fonctionnement. Et vous comprenez très bien, et vous le verrez, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Pour les présidentielles, chacun a avancé ses pions. Mais écoutez les discours de Marine Le Pen, lapsus, de Marine Tondelier, et vous verrez que dans tous ces discours,
on cherche en fait à aller vers une candidature unique de la gauche. Est-ce que ça se fera? Mais ça ne dépend pas exclusivement de nous. Il va falloir que chacun des partis en présence se disent, bon, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut faire une union sur un programme qui soit profitable à l'ensemble de la France, à l'ensemble des Outre-mer, à l'ensemble des Français, où qu'ils soient? Ou est-ce que nous, on va négocier en catimini, dans les couloirs, avec X, avec Y, de telle sorte à conserver notre poste de député et ne pas se retrouver face aux citoyens en cas d'une dissolution. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, donc vous voyez bien que c'est pas notre souci, il est là. Moi, je pense que c'est un problème de méthode. Un élu est représentant du peuple. La population ne se retrouve plus dans ces jeux et de joutes électorales. Je vous entends. Moi, j'ai observé l'attitude des Verts lorsqu'il eut s'agit, après la dissolution du gouvernement Bayrou, de trouver un consensus. Là, chacun a repris son autonomie. Et je n'ai pas tellement vu les écologistes contribuer à une union. Ah, vous n'avez pas lu tous les documents. J'ai dit, je n'ai pas vu physiquement la contribution des écologies à faire face à un regroupement. On a vu les socialistes qui, effectivement, ont souhaité cette suspension de la réforme des retraites. Ils l'ont obtenue, oui. D'accord, mais quelle a été dans le même schéma la contribution d'Europe Écologie Les Verts. Et pour changer de registre, vous avez évoqué tout à l'heure des questions d'eau et des questions de géothermie. Mais en votre qualité d'écologiste, je ne vous ai jamais entendu sur quelque chose qui gangrène les Guadeloupéens, c'est la problématique des algues sargasses. Moi, je m'étonne que des écologistes, au-delà des constats qui sont faits, de cette algue qui pourrit la vie des résidents qui sont à proximité de ces algues-là. Mais votre contribution en tant qu'écologiste sur des solutions, peut-être réfléchies au niveau de votre parti national, puisqu'il y a des process, il y a des expérimentations qui existent au niveau de d'autres territoires, et que vous n'arrivez pas à proposer des choses pour tenter au moins de régler ce secteur-là. J'aimerais bien vous entendre Monsieur là-dessus. Nabajot, je vous renvoie au communiqué que nous avons envoyé souvent à Guadeloupe première même sur ces questions-là. Le problème des sargasses, je crois que nous avons été les premiers à dire que la solution du ramassage n'est pas une solution pérenne, mais qu'il faut d'abord commencer à réfléchir à la valorisation de ces sargasses. Et lors de notre Assemblée générale, notre Assemblée en 2020, juste avant le Covid, nous avions invité pour débattre de la question une éminente spécialiste de chez nous. Donc nous étions dès 2019-2020 déjà sur le problème des sargasses. Que vous n'avez pas entendu, ça m'étonne. Non, mais au-delà du communiqué, est-ce qu'il y a une contribution écrite de votre parti? Mais attends, je vous dis qu'on a fait passer plusieurs communiqués. On a fait passer plusieurs choses. Un communiqué n'est pas une contribution. Maintenant, mais qu'est-ce que vous entendez par contribution? Mais une contribution, vous êtes garant de l'écologie. Donc, ça signifie qu'on va dire ce que l'on pense et qu'on va inciter. Lorsque on a parlé du plan chlordécone 4 et même avant le plan chlordécone 3, nous avions dit que le niveau de financement de ces plans chlordécone était insuffisant. Nous étions parmi les premiers à nous battre pour la chlordéconomie. Nous étions encore les premiers à dire que le plan chlordécone 4, même si le montant a été revu de manière substantielle, demeure quand même bien insuffisant par rapport à cela. Et s'agissant des sargasses, nous sommes sous le même domaine. Nous disons et nous répétons qu'il faut aller davantage vers une valorisation de la ressource plutôt qu'un stockage. Il vous reste 2 minutes sur le temps que vous avez imparti. Une question très, très succincte et une réponse aussi tout aussi brève. Vous auriez été président du SMGE-AG à la place de l'actuel président. Quelles auraient été les solutions que vous auriez apportées pour que les Guadeloupéens puissent voir clair dans cette affaire de gestion de l'eau? La première chose à faire, je crois que c'est de faire un audit réel de la situation. Je parle d'un audit financier et d'un audit de gestion. Il faut que l'on comprenne comment on arrive à un taux
de dette aussi important. C'est ça la solution. La deuxième, une fois qu'on a vu clair là-dedans, il faut rechercher les financements parce que tant qu'on n'aura pas revu les canalisations, tant qu'on n'aura pas fait ce qu'il faut, on sort au même point. D'après les derniers chiffres que vous connaissez comme moi-même, au rythme où on va, il faudrait 200 ans pour pouvoir mettre à jour les canalisations. Il faut accélérer le processus. On ne pourra jamais résoudre le problème de l'eau lorsqu'on va perdre 60 à 80% de l'eau en chemin. Ça, c'est sûr, c'est physique. Donc, ce que nous disons, et je l'ai dit tout à l'heure en amont avant que vous n'arriviez, il faut, le SMGAG n'y arrivera pas seul. Il faut que les autres parties, État, régions, départements, augmentent leur contribution, même si on est conscient qu'ils ont déjà une contribution. Mais il faut qu'ils y aillent plus loin. Merci. Alexandre Bajot, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Christian Sévilly, sur cette question de la valorisation des algues sargasses, aujourd'hui, on attend que ces algues sèchent. Est-ce qu'il faudrait une industrie pour valoriser ça? Mais il faut, il y a des choses qu'on sait faire et qui se sont faites ailleurs. Je pense notamment au compostage. Avec les difficultés qu'on s'en rend compte, puisqu'il faut encore trouver un moyen de traiter les métaux lourds qui s'y trouvent. On peut faire du bioplastique. On peut faire de la bioénergie. La sargasse, c'est comme la paille de canne. Ça peut être utilisé comme une biomasse. Pourquoi ne mettons pas en place, ne finançons pas un problème de ramassage? Pourquoi est-ce que nous sommes toujours à la traîne? C'est la question qu'on se pose. Ramassons ces sargasses et mettons en place une structure et donnons les moyens aux chercheurs de valoriser, de réfléchir sur différentes manières. Mais il faut impérativement, à notre sens, qu'on arrête de voir les sargasses comme une calamité, parce que c'est pas prêt de s'arrêter, mais qu'on essaie de voir dans ces algues sargasses une ressource qui est exploitable. Comment en tirer profit? Sur la question, tout à fait autre chose, Christian Sévilly, sur la question de l'évolution institutionnelle, on n'a pas beaucoup entendu votre parti. Sur ce sujet, vous privilégiez quelle solution, quelle direction, quelle option? Alors, l'option que nous privilégions, nous l'avons dit, parce que nous avons participé au dernier congrès. Le problème de l'institution institutionnelle, c'est avant tout le rapprochement des sources de décision du terrain. Et je le disais avec M. Nabajot, on a le souci en fait de la compréhension par l'Hexagone des problèmes qui nous concernent. Donc, rapprochons davantage la prise de pouvoir, localement, de telle sorte que les décisions qui soient prises soient plus en adéquation avec les besoins de nos populations locales. Nous ne sommes pas, pour le moment, nous nous orientons véritablement vers un système, peu importe qu'on le mette en 73, 74 ou un système médian, mais il faut cela. Il faut qu'on arrête. La population ne comprend pas qu'on ait un département, une région qui ont des compétences qui se chevauchent. La première chose, c'est ça. Vous serez favorable à une collectivité unique? Nous sommes favorables à une collectivité unique. Avec un double pouvoir normatif, avec évidemment un pouvoir normatif et surtout avec un double niveau, donc avec un niveau de contrôle réel par des élus représentatifs de l'ensemble de la population, des régions, des communes, et un exécutif qui soit effectivement capable de mettre en œuvre les orientations qui sont données par l'Assemblée. Mais quel courant? Plus Guy Losbar, plus Harry Chalus, plus les socialistes qui disent ce n'est pas le moment? Nous sommes le courant écologique. Nous ne sommes pas le courant Chalus, nous ne sommes pas le courant Losbar, nous ne sommes pas le courant Lurel. Nous avons nos idées et nous discutons. On a participé aux réunions de M. Losbar. Il y a des choses sur lesquelles nous étions d'accord. Il y a des choses qu'il a intégrées dans son programme. M. Chalus nous a invités au Congrès, nous étions présents. Notre souci, nous sommes les écologistes, nous ne sommes pas GUSR ou autres. Nous respectons ce que nous sommes, des écologistes, et la position que nous adoptons, ce n'est pas la position de X, c'est notre position à nous.
Vous, sur cette position, sur ce projet d'avoir un pouvoir local avec un exécutif beaucoup plus fort, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire avancer le dossier? La première chose, à mon sens, qu'il faudrait faire, c'est redonner confiance à la population. Parce que le principal frein, et M. Nabajot l'a dit subrepticement, c'est la confiance qu'on a dans nos élus. Si on réussit à rétablir cette confiance dans les élus en se disant, voilà, on va leur donner un pouvoir, ils vont l'exercer correctement, ben, la population ne suivra. Quel peuple veut être dirigé? Quel peuple ne souhaite pas prendre ses décisions lui-même? Nous sommes comme tous les autres. Donc ça veut dire que nous aspirons à avoir un maximum de pouvoir pour pouvoir aller dans le sens qui semble important pour nous, mais évidemment, la population n'acceptera jamais que ça se fasse de n'importe quelle manière, de n'importe quelle façon. Et rappelez-vous, là encore, j'aurais dû le dire à M. Nabajot, rappelez-vous, lors des consultations qu'il y a eu il y a quelques années, nous n'étions pas pour. Pourquoi? Nous avons dit, on ne peut pas demander à la population de voter sur un système alors qu'on ne lui a pas présenté le projet de l'organique. Le fameux chat en sac, là, notamment. Ouais. Dans cette émission, il y a aussi des citoyens qui vous interrogent. On vous propose d'écouter, après le jingle, ces questions. Christian Civilly, cette première question sur l'eau, écoutez. La Guadeloupe est un peu en décadence, je pourrais dire ça comme ça, puisque quand nous rencontrons, nous voyons un peu que le problème d'eau en Guadeloupe qui n'est pas normal. Donc c'est un peu dommage de savoir où passe l'argent du contribuable. Quand j'entends M. Salus qui demande aux citoyens de payer l'eau, même si l'eau n'est pas consommable, et là je trouve que c'est un peu exagéré. Une réaction? On comprend très bien que le citoyen soit complètement révolté par ce qui se passe. Comment peut-on admettre qu'on se réveille et qu'il n'y ait pas d'eau dans son robinet, et ce pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours? C'est absolument inacceptable. Mais je rejoins ce que disait l'auditeur. C'est ce que je dis, et que lorsque je dis qu'il faut véritablement rechercher les sources du problème pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers. Autre question, Christian Civilly, c'est sur la vie chère. Pourquoi c'est aussi cher en Guadeloupe? Je ne comprends pas. J'ai acheté une bouteille d'eau, je ne vais pas dire la marque. En France, je l'achète à 1,15 € le pack de 5 bouteilles. Et ici, j'achète une bouteille, 5,30 €. Une bouteille. Alors, c'est impossible. Une réponse à ça. Parce que nous ne sommes pas sortis de notre système plus ou moins néocolonial avec quelques-uns qui savent qu'ils peuvent augmenter les prix à volonté dans un marché captif. Pour reprendre ce que dit le monsieur, on augmente la bouteille d'eau. Mais lorsqu'on l'augmente à Paris, on peut aller commander son eau à Marseille ou à Bruxelles. Chez nous, on va faire quoi? On est sur un marché captif, donc il y a de l'abus. Il y a de l'abus là-dessus. Et je prends par exemple un autre exemple. Je discutais récemment avec un pétrolier. Vous pouvez m'expliquer pourquoi le prix de l'essence est partout pareil en Guadeloupe? Vous pouvez m'expliquer pourquoi le prix qui est fixé, c'est un prix maximum et que tout le monde s'aligne sur le prix maximum? Il n'y en a pas un qui dit moi je veux descendre d'un centime ou deux? Il nous reste encore 2 minutes d'émission. J'aimerais quand même vous interroger sur les prochaines municipales. Dans 4 mois, on va procéder au renouvellement des différents conseils municipaux. Alors, la position de votre parti, vous serez président comment? Vous serez des candidats? Vous allez faire fusion? Comment allez-vous fonctionner? Nous fonctionnons comme nous avons l'habitude. Nous allons négocier avec les partenaires et nous associerons avec les partenaires qui partagent nos valeurs. Et avec le PS, ça fonctionne toujours? Oui, bien sûr.
Nous arrivons au thème de l'émission. Merci une nouvelle fois, Christian Sévélis, d'avoir répondu à notre invitation. Politique Première revient la semaine prochaine, lundi prochain. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci. Bonne soirée. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est une